Alors effectivement, j'ai nommé la conférence La pensée et le fragment. Donc ça va être le cœur de mon interrogation, hein, que je positionne tout de suite dans un terme un peu savant, mais qui a de l'intérêt, je trouve, la gnoséologie, c'est-à-dire le discours sur la connaissance, et ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle de façon un peu moins, comment dire, précise, la théorie de la connaissance. Je dirais que la gnoséologie dans la théorie de la connaissance, c'est le discours sur la connaissance et le discours sur le fondement de ce qu'est la connaissance, ce qui nous permet en fait de connaître, de savoir. Et évidemment, dès qu'on pense à ce fondement, on pense à une question qui est redoutable pour la philosophie, qui est peut-être à la source de la philosophie, c'est celle de la pensée et de la relation qu'entretient la pensée avec l'être. Il n'y a peut-être finalement aucune autre question dans la philosophie que celle-là, parce que ce rapport qu'entretient la pensée avec l'être, c'est le rapport le plus originel qu'on peut avoir à la vérité. Cette question qui est à la source de la philosophie grecque, depuis Parménide, Platon, Héraclite, c'est-à-dire, je dirais pour utiliser une phrase plus contemporaine ou une sémantique plus contemporaine, celle de l'idée d'une dynamique de l'information, c'est-à-dire du mouvement par lequel la connaissance arrive dans la pensée et traverse en fait la réalité et le monde et permet de découvrir la réalité. Donc cette question de la pensée, de l'être et de la vérité est aujourd'hui on ne peut plus importante. Ça, c'était un petit peu pour lancer le domaine dans lequel je vais travailler, gnoséologie, question de la nature de la pensée, plus loin, fondement de la pensée, de l'activité pensante humaine, et plus loin, origine de la pensée, c'est-à-dire origine de l'esprit, question qui, de toute façon, est redoutable en philosophie parce qu'elle nous enjoint à penser l'être. L'être en tant qu'il est dit dans la pensée et l'être en tant qu'il est. Voilà, c'est une question ancienne, et je dirais que ce n'est pas une question métaphysique au départ, mais c'est bien une question qui relève de l'ontologie, et c'est sur ce chemin-là que j'irai, parce que c'est une question qui relève, comme je l'ai dit, de l'être, de la réalité de l'être, et de la perception de la vérité de l'être. Donc cette question ontologique, gnoséologique, aujourd'hui, elle acquiert un sens très particulier, je veux dire aujourd'hui, de façon actuelle, parce que dernièrement, le prix Turing, ce qu'on appelle le prix Turing, qui est en train de devenir peut-être un prix de plus en plus important, peut-être au-delà du prix Nobel, puisque c'est le prix qui est accordé aux spécialistes, on va dire, les plus éminents de l'informatique, des systèmes en fait d'intelligence artificielle et de tout ce qui touche au numérique. En fait, le prix Turing, qui est un Français, enfin ils étaient trois à le partager, Yann LeCun, pendant une interview, et ça il va pas du tout à l'encontre des gens qui sont avec lui, la plupart, on va voir, sont d'accord avec ça, a dit qu'en fait les processus dans lesquels nous étions en train de constituer une pensée de système, un système de pensée cybernétique, nous échappe. C'est-à-dire que ce qu'il a créé avec ses amis dans les années 90, 2000, 2010, c'est-à-dire des systèmes qui peuvent apprendre par eux-mêmes, qui sont autonomes en fait dans leur modalité d'apprentissage, il ne sait pas, il l'a dit, jusqu'où pourraient aller ces systèmes. Et bien sûr, ça sonnait comme une mise en garde. Alors, là, les questions ici, ça sonne comme quoi, comme mise en garde. Et quand je l'ai entendu dire ça, j'ai tout de suite pensé à un film, parce que les artistes ont pour vocation, comme nous l'apprend Platon dans Ion, de nous parler du divin, c'est-à-dire de prophétiser sur ce que sera le monde. La vraie activité artistique, pour moi, le génie artistique consiste à voir au-delà de ce qui nous paraît visible, l'invisible, par exemple ce qui est à venir, ou ce que nous ne voyons pas dans la réalité présente. Et ça m'a fait tout de suite penser à un film qui m'a beaucoup marqué, qui a peut-être même transformé quelque part ma vie,
un film que j'hésite toujours à montrer à mes élèves, parce que je pense que c'est un film pour des gens sensibles ou des gens, entre guillemets, psychotiques ou potentiellement dans des structures psychotiques qui est particulièrement éreintant. C'est un film de Cronenberg de 1999 qui s'appelle Existence. Un film où en fait il semble annoncer cette rupture entre l'intelligence, on va dire, humaine et la pensée humaine et sa capacité à percevoir une réalité commune. Je vous dis, le film, je fais un résumé parce que c'est le propos qui compte plus que le film lui-même, finalement, bien que le film soit intéressant, mais son propos est fascinant. Un nouveau jeu vidéo est créé et on demande à des gens de le tester. Et ce jeu vidéo connecte directement l'esprit sur une réalité virtuelle. C'est-à-dire par une espèce de pod qui est mis dans le cerveau, le joueur se connecte à un monde parallèle, on pourrait dire, informatisé, une réalité virtuelle, mais dans laquelle il a conscience d'être dans cette réalité. En fait, cette réalité lui apparaît complètement comme vraie, tout semble vrai. Et ce qu'il y a de très intéressant dans le film, c'est que le jeu remplace la vérité. C'est-à-dire dans le film, en fait, il y a des gens qui sont contre les jeux vidéo, ce que Cronenberg a appelé les réalistes, ce qui est très intéressant philosophiquement. C'est-à-dire des gens qui sont contre cette réalité virtuelle, qui sont pour la détruire. Bon, je ne vous donne pas la fin du film, mais le film, évidemment, a cet intérêt, c'est qu'en fait, surtout que dès qu'on est rentré dans ce jeu, on ne peut plus en sortir. Pour la simple raison que quand on en sort, on ne sait pas si on y est encore. Ce film est particulièrement intéressant, et ce, je crois, à plusieurs niveaux. Je commencerai par le niveau le plus concret. Il annonce, de façon métaphorique et allégorique, l'enfer dans lequel nous sommes entrés, celui de notre permanence d'extériorisation de notre mémoire et de notre pensée, à travers des processus tels que ceux-ci, le fait que nous ne pouvons plus en fait être dans une réalité commune sans passer par des outils externes, c'est-à-dire ces fameux iPods qui ne sont pas encore branchés sur notre cerveau, mais qui sont finalement des mémoires externes, des formes de vie externes, virtualisées, et auxquelles nous accordons de plus en plus d'importance, voire même auxquelles nous accordons une importance plus valide que ce que nous appelions notre ancienne vérité ou notre ancienne réalité. Ceci dans le domaine social, économique, et aussi dans des choses qui sont de l'ordre de l'intimité, comme la sexualité, bien entendu, ou nos rapports affectifs et nos rapports avec les autres êtres humains. Donc ça, je pense que c'est un premier degré de lecture de ce film qui me paraît intéressant. C'est-à-dire qu'il annonce, il annonce la rupture de notre pensée avec la réalité telle que la pensée l'avait constituée auparavant, et dans une fuite en avant qui fait que même lorsque nous essayons d'en sortir, nous ne pouvons plus en sortir que par les moyens que nous propose cette réalité. Ce que j'entends ici, c'est qu'en fait, la seule vraie rupture, certains l'ont fait, c'était justement de refuser totalement ces moyens. Or, en fait, nous ne pouvons pas les refuser, parce que si nous les refusons, comme il était annoncé dans l'Apocalypse, eh bien, si nous refusons la marque de la bête, le 666, eh bien, nous sommes totalement exclus du champ de la réalité commune. Nous ne pouvons plus ni acheter, ni vendre, mais ça va plus loin, nous ne pouvons plus partager. Et alors, même pour lutter contre, finalement, ce processus-là, de virtualisation de notre propre réalité, de notre pensée, nous sommes obligés d'entrer dans ces moyens externes pour essayer de lutter contre eux, comme ce que nous a annoncé Cronenberg. Cet abîme-là, évidemment, on peut le lire en second degré maintenant, parce qu'on est presque 30 ans après, 25 ans après, et c'est bien ce qu'annonce Yann LeCun, je pense, d'une manière un petit peu... il a peur, en fait, il n'ose pas s'avancer, mais quelqu'un comme Elon Musk a été beaucoup plus loin. Dans la suite de Nick Bostrom, dès 2003, au fond, le film annonce Nick Bostrom, son fameux article, plus rien maintenant ne nous empêche de penser que le monde dans lequel nous vivons, qui est un réseau d'informations,
ne serait pas une réalité virtuelle. Alors, quand je dis ça, ça semble totalement fou et présomptueux et surtout illogique, hein. Mais en fait, effectivement, comme le dit souvent Elon Musk, et il n'y a pas que lui, hein, l'information est une dynamique systémique, et en fait, on en arrive de plus en plus à la possibilité que l'univers ne serait qu'une simulation informatique. Attendu que tout ce qui semble ressurgir de la cybernétique, hein, de la théorie de l'information, semble se trouver dans l'univers. Évidemment, il y a un effet ici de jeu de miroir, exactement le même qu'on avait vécu dans la révolution, on va dire, de la mécanique, de la physique mécanique, hein. Quand on a constitué le modèle de la physique mécanique, on a pensé que le monde était une horloge. Bon, alors là, évidemment, on crée un nouveau système, le système informatique, et tout de suite, on pense que le monde est un système informatique. Et bien, il y a cet effet miroir, et ce qui m'intéresse dans cet effet miroir, c'est qu'il nous intéresse profondément sur notre rapport à la pensée. De la même manière que le XVIIe siècle avait réorganisé la pensée autour de la rationalité et d'une certaine forme de rationalité, qu'on avait condamné l'imagination, la folle du logis, hein, au nom de cette rationalité et de la physique qu'elle supposait, de la lecture du monde qu'elle supposait, bien évidemment, ici, on voit bien que dans cette supposition que nous vivons dans un jeu vidéo gigantesque, se joue la réorganisation de notre rationalité par rapport au modèle cybernétique, tel qu'il est conçu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire un modèle dans lequel la pensée est une information, que cette information peut être quantifiée, et de plus en plus, comme nous l'annonçait déjà Nick Bostrom, mais de plus en plus dans les théories actuelles, hein, je prends ici par exemple Dr Melvin de Wobson avec son article AIP Advances, c'est-à-dire l'idée au fond que tout système d'information ou toute information peut être ramenée à un phénomène physique, selon la seconde loi de la thermodynamique et l'entropie, c'est-à-dire qu'il y a l'idée ici, hein, véritablement, comme l'avaient pensé Descartes ou les théoriciens de la physique mécanique, que nous vivons dans un système informatique, que nous vivons dans un système logique informatique, avec toutes les répercussions que ça peut avoir. Alors cette idée est intéressante, parce que comme je vous dis, elle nous conduit à interroger notre rapport actuel à la pensée, et plus loin, à un dernier niveau, et ça c'est le dernier niveau d'Existence, le film Existence, hein, porte bien son nom, parce qu'évidemment, ce qui nous demande d'interroger, c'est le niveau de ce qu'on appellerait la métaphysique, c'est-à-dire de ce qu'est le processus de la pensée en lui-même. Est-ce que ce processus, je peux le ramener à un système clos sur lui-même, un système d'information qui serait semblable à un computer, c'est-à-dire à un système de calcul, parce qu'il faut bien entendre que si nous vivons dans un jeu vidéo, créé par je ne sais quelle entité, alors nous ne sommes que des personnages dans cette entité, c'est-à-dire nous sommes des données calculées. Nous ne serions pas du tout des joueurs, c'est-à-dire nous serions, ou en tant que joueurs, nous aurions l'impression d'être des joueurs, mais en fait nous sommes dans un système programmé. Au fond, exactement comme celui qui traverse Internet a l'impression d'être libre sur Internet, mais n'appartient qu'à des banques de données et un ensemble en fait dans lequel il est totalement calculable par le computer. Donc, en fait, cette idée-là, je vais en venir là, c'est une idée qui me paraît intéressante parce que elle rejoint à un dernier degré ce qui va nous arriver. Et là, Elon Musk a dit à plusieurs reprises, soyons clairs, dans quelques temps, et on ne peut pas savoir, on ne peut pas prévoir dans combien de temps, c'est là où ça nous échappe, c'est là où le prix Turing l'a dit, c'est-à-dire nous ne savons pas quand ça va arriver, mais Elon Musk annonce, et je crois qu'il a raison, enfin c'est logique en fait, qu'à un moment donné, ce qu'annonçait Cronenberg en 1999 va arriver. C'est-à-dire nous allons créer des systèmes de jeu, des systèmes virtuels, dans lesquels nous ne saurons plus si c'est la réalité ou si ça n'est pas la réalité. Et là, évidemment, dès qu'on commence à penser comme ça, on comprend pourquoi, à un moment donné, s'impose à nous l'idée que nous vivons nous-mêmes dans un système informatisé. C'est-à-dire que la perte de repères
de la réalité que suppose l'intelligence artificielle nous fait perdre le point de contact avec la réalité elle-même. C'est la fin du film de Cronenberg. Je ne sais plus si j'habite dans la réalité ou si le monde dans lequel j'étais n'est pas la réalité. Voilà, c'est ce point-là. Et il me semblait ici que ce point rejoint, il me semble, la plus ancienne philosophie, comme presque si finalement les intuitions des présocratiques et de Platon lui-même, hein, dont je vais parler pendant la conférence, rejoignaient cette idée que nous devons affronter dans la modernité. J'entends par là. Comment définir la pensée? La pensée, comme nous l'apprend Platon, c'est un discours intérieur que l'âme tient en silence avec elle-même. C'est ce que dit Socrate dans le Sophiste. Ou encore, c'est un discours de l'âme que l'âme se tient à elle-même avec les objets qu'elle examine. À partir de là, un premier champ s'ouvre, celui de la réflexivité. Un second champ s'ouvre, celui de la réalité. C'est-à-dire que notre première réalité dans la pensée, c'est le champ réflexif qui n'est possible qu'en conjugaison avec les objets que pense notre âme. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est que la vérité qui ressort de la pensée? C'est l'accord de notre pensée avec son objet, avec l'objet qu'elle pense, c'est-à-dire avec la réalité qu'elle pense. Mais il existe aussi une réalité de l'âme qui est antérieure à ce contact ou cet accord avec l'objet. C'est ce qu'on appellera des principes. Et là, j'aimerais aller vers ce mystère. Parce que, au fond, si on va dans ce mystère, ça veut dire que notre pensée n'est qu'un fragment d'une totalité qu'elle est en train de penser. Si vous me suivez. C'est-à-dire que quand je me pense moi-même, et qu'à travers le fait de me penser moi-même, dans le dialogue plutôt, parce que ce n'est pas cartésien ici, c'est-à-dire dans le dialogue qu'entretient l'âme avec elle-même, s'enjoint le monde au fond, hein, il y a une phrase magnifique de Platon, c'est « pour faire un monde, il suffit d'être deux hein, », et ce deux est déjà dans l'âme elle-même, hein, c'est dans le rapport avec elle-même qu'elle crée le monde, qu'elle génère le monde, dans la pensée. Bon, ben, en fait, à partir de ce moment-là, on est obligé de se considérer comme un fragment de la pensée, puisque notre pensée est toujours fragmentée, et toutes nos pensées fragmentées, à travers le fragment, c'est-à-dire, je prends ici fragment au niveau d'un éclat, d'un morceau, alors on pourrait dire d'une partie, mais ça ne serait pas si juste, parce que l'éclat ou le morceau d'une chose n'existe que parce qu'il y a une totalité. La partie ne peut pas être séparée de cette totalité. Si j'ai un morceau de vase, si j'ai un débris d'une chose, ça suppose que cette chose appartenait à une totalité plus grande, à une unité plus grande. Donc à chaque fois que je pense, je suis dans l'état de fragmentation, et en même temps, je suis aussi comme l'éclat d'une unité perdue, comme l'éclat d'une origine première. Comment je le sais? Ben, c'est simple, parce que je trouve des vérités, j'accède à des vérités, nous dira Platon. Je sais des choses, c'est-à-dire que la pensée est une mémoire. Et tout ça, au fond, tout ce discours qu'on a pu avoir avec le discours platonicien, auparavant le discours de Parménide, mais aussi le discours d'Héraclite, c'est-à-dire l'idée que ce qui nous semble parcellaire, ce qui nous semble en mouvement, cette dynamique de la pensée en mouvement, parfois aussi cette idée que finalement la pensée rejoint le non-être, suppose l'être de la pensée, suppose l'unité de la pensée, suppose un système d'organisation, une structure, c'est-à-dire un langage de la pensée, comme dirait aujourd'hui une syntaxe moderne. Et cette intuition, on pourrait dire, des présocratiques et de Platon, à sa suite, il me semble qu'elle rejoint cette transformation que nous impose radicalement par rapport à la pensée, au système de la pensée, à l'univers, les folies de cette nouvelle gnose qui est en train de générer l'intelligence artificielle. Enfin, les folies, je veux dire aussi le génie de cette nouvelle gnose. Le film de Cronenberg peut tout à fait se penser dans le champ héraclitéen, parménidien ou platonicien. Et là évidemment,
il y a cette première question que je vais poser, qui est celle du rapport de la pensée à la mémoire et au fragment. Et là, je me réfère à Francine Yates, L'art de la mémoire, qui a été théorisé, alors je dirais simplement, dans l'idée générale de Yates, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Nous avons quitté l'art de la mémoire pour entrer dans une époque qui est celle de la rationalité sans mémoire. Qu'est-ce que c'était que l'art de la mémoire? C'est cette idée, nous dit Francis Yates, qu'on va retrouver chez Platon, que nous habitons la demeure de la mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, notre pensée n'est pas produite par nous, mais qu'elle se situe dans une mémorisation antérieure. Là, on a la mémotechnie, évidemment, c'est-à-dire c'est à travers l'image d'une maison que je vais réussir à me souvenir ou à accéder à mes souvenirs. Mais en fait, cette maison, effectivement, ce n'est pas ma maison à moi, c'est-à-dire la mémoire n'est pas à l'intérieur de moi, elle est externe à moi, et cette mémoire, c'est le monde. C'est ce que nous dit Platon dans son œuvre, comme le Phèdre, par exemple. C'est-à-dire qu'il existe une mémoire du monde à laquelle nous nous connectons pour atteindre la vérité. Voilà. Et ça, cette première question, évidemment, il va falloir essayer de comprendre en quoi la pensée est mémoire et en quoi ça suppose une certaine idée de l'information. Et nous verrons dans un second moment que cette pensée antique de l'information rejoint une autre question encore plus fondamentale, à mon sens, qui est celle du lien étroit qu'entretient la pensée avec le dynamisme vital, avec l'élan vital, avec ce que j'appelle ici tout simplement la vie. Voilà, donc on va passer au fond de la concrétisation de l'idée qu'il n'y a pas de pensée sans mémoire, jusqu'à l'idée que la pensée elle-même est mémoire, et que si elle est mémoire, elle est information, avec un certain sens donné à l'information. Et à partir de là, il faudra aller à l'origine, c'est-à-dire que ce mouvement de la pensée, à travers la mémoire, suppose l'élan vital et le dynamisme vital, c'est-à-dire la vie elle-même. Ceci, nous le trouverons à un endroit précis. C'est-à-dire, on peut le trouver effectivement chez les présocratiques, notamment chez Héraclite, mais surtout dans les textes chrétiens de l'Évangile. C'est-à-dire l'assimilation au fond du principe de vie au principe spirituel, c'est bien le mystère qui se dévoile à travers ce qu'on appelle le Saint-Esprit et la figure du Christ. Donc on essaiera de voir ça, et là il me semblera, je fais une sorte de résumé de ce que je vais faire, il me semblera qu'on arrivera au point crucial, c'est-à-dire à un moment donné, dans l'Apocalypse de Jean, est présenté évidemment la virtualisation de la vie et deux systèmes d'information qui se font face dans la réalité de l'Apocalypse. Voilà, ce sera la dernière partie de mon intervention. Alors pour commencer, assimiler la pensée à la mémoire, ça n'est pas moderne. C'est vrai que dans les sciences cognitives, dans les sciences de l'information, dans la cybernétique, cette chose est aujourd'hui admise. En fait, elle est admise dès le début, on va dire, de la pensée, ou de la réflexion sur ce qu'était l'origine de la pensée et la manière de considérer la pensée. On peut faire ici une référence, évidemment, à Hésiode, la théogonie d'Hésiode. La première information pour Hésiode de la mémoire, bon, d'abord, il y a une citation au départ, puisqu'il se met tout de suite sous la protection sacrée des muses. Et vous savez que la première muse, c'est la muse de la mémoire. C'est-à-dire la muse de la mémoire est la muse par laquelle toutes les autres muses existent. C'est la muse qui enfante les autres muses. Et sa fille aînée, c'est une autre forme de la mémoire. Là, j'aimerais bien insister sur le fait qu'il y a deux mémoires. Il y a une mémoire très ancienne, qui est la mère de la mémoire, et une mémoire telle qu'elle va être pratiquée par l'homme, telle qu'elle est une faculté humaine. Vous voyez, déjà, chez Hésiode, on voit bien qu'il y a un enjeu ici d'un double cercle de la mémoire. Il est baptisé par les muses, et il doit sacraliser, au fond, sa poésie à cette première mémoire qui renvoie à une origine
très ancienne, au fond, il me semble, si on lit bien la théogonie d'Hésiode, parce que quelle est la première information, c'est-à-dire la première forme qui va être générée dans l'univers, la forme de toutes les formes, c'est l'amour. Tandis que Hésiode enseigne que la première réalité de l'univers, c'est le chaos, c'est-à-dire non pas le désordre, mais l'absence de forme. Là apparaît Eros, qui est la lumière par laquelle apparaît la première forme, qui est la lumière par laquelle s'unissent deux éléments qui forment la première unité, la première énergie, la première information. C'est un enseignement profond sur ce qu'est l'information, que nous avons petit à petit perdu. Être informé, c'est être transformé. J'ai cité dans la présentation que j'avais faite le philosophe Gilles Deleuze. Il me semble qu'il y a toute une théorie de l'information chez Gilles Deleuze. Bon, je ne vais pas en parler ici, mais en fait, c'est intéressant parce qu'il nous rappelle toujours, Gilles Deleuze, qu'il y a un devenir de l'information dans laquelle ceux qui informent transforment l'objet. C'est-à-dire, il y a une participation, on pourrait dire, qu'induit l'information, chose que nous avons oubliée. C'est-à-dire que dans le fait que nous avons mis à l'extérieur de nous l'information, nous oublions que l'information est un phénomène qui a une réalité, par lequel ce que nous voyons, ce que nous apprenons, transforme notre être. Ça, si on lit bien la mythologie d'Hésiode, ça n'est pas oublié. Ça n'est pas oublié que la première des formes, c'est la manière dont vont se relier deux éléments dans le chaos et vont être informés par l'amour. Alors, il faut attendre ici l'amour dans un sens métaphysique ou ontologique. L'amour, c'est ce qui réunit ceux qui étaient séparés. Il y a deux visions qu'on pourrait dire opposées. Pour peu qu'on en sache dans les purifications d'Empédocle, Empédocle nous apprend au contraire que ce qui fait surgir l'univers, c'est la haine. C'est-à-dire, c'est la séparation. Là où Hésiode semble dire que ce qui fait surgir la première forme, c'est l'amour, c'est-à-dire la réunion. Là, encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer les deux. Je crois que les deux sont justes. C'est-à-dire que c'est à partir de ceux qui se séparent que je vais apprendre, et c'est à partir de ceux qui se réunissent que je vais apprendre. C'est là où commence en fait l'esprit de définition. Définir, c'est pointer, assurer quelque chose, c'est saisir quelque chose, et je saisis toujours une chose dans un élan de séparation, de division, ou dans un élan de réunion. Évidemment, à partir du moment où j'ai donné ce statut-là à la forme, je ne lui donne plus le statut simplement de quelque chose de fluctuant, ou de quelque chose de non réel, on pourrait dire, qui passerait par le langage en tant que représentation, mais si je donne à ce statut de la forme une primauté, un principe, alors c'est qu'il existe des premières formes. Et là, on comprend ce que ça veut dire pour la pensée. Parce que s'il existe des formes sur lesquelles s'appuie la pensée, s'il existe une unité des formes, alors nécessairement, il existe une structure par laquelle nous pensons et une structure dans laquelle s'inscrit notre mémoire individuelle. Ça sera la théorie de la réminiscence de Platon. Je ne peux pas simplement me dire à un moment donné que j'accède à une vérité simplement par moi-même. Il faut nécessairement que cette vérité, pour qu'elle soit au-delà de ce que j'ai pu vivre. J'entends ici que nous faisons tous l'expérience de vérité qui s'impose à nous, non pas simplement dans le cheminement d'une expérience matérielle, mais dans la structuration d'une pensée et d'une mémoire qui nous est commune. Bon, c'est ce qui est révélé dans le Ménon, hein. C'est-à-dire que un théorème de mathématiques a quelque chose en lui qui dépasse l'expérimentation que nous pouvons en faire, dans lequel surgit une logique universelle, une intuition aussi,
qui nous ramène à des intuitions qui semblent liées à des réminiscences. Si on va plus loin que simplement un théorème de mathématiques, on peut se dire qu'effectivement, dès que nous naissons, nous avons cette impression, je dirais, de ne pas appartenir à ce monde. Vous voyez, quand Elon Musk dit, au fond, bientôt nous ne saurons plus exactement où est le monde, parce que c'est ça l'idée, hein. À partir du moment où l'intelligence artificielle sera arrivée à ce niveau de possibilité, dites-vous bien, et ça je crois qu'il a raison, Elon Musk, c'est juste, que des générations entières ne sauront plus exactement dans quel univers elles vivent. C'est assez impressionnant. Alors on pourra me répondre, oui, mais il y aura bien un corps quelque part. Nous n'en sommes même pas sûrs. C'est-à-dire, à un moment donné, le processus dans lequel nous rentrons sera un processus non seulement de dématérialisation de la réalité, mais un processus aussi, et ça Cronenberg le voit bien, de dépossession et de dématérialisation des corps. Et là, à ce moment-là, quand nous aurons touché cet abîme, en fait, par réverbération, nous nous rendrons compte que le monde dans lequel nous habitions n'était lui-même qu'un monde parmi des milliers de mondes. Voire même, et c'est ça qui est le plus intéressant, ce monde sera mort. C'est-à-dire, il aura disparu. Le monde dans lequel nous sommes, auquel nous croyons de toutes nos forces, cette réalité qui fait que notre pensée s'appuie sur quelque chose de stable, aura disparu. Nous habiterons peut-être des milliers de mondes. En fait, il n'y aura plus le monde sur lequel s'appuyait notre pensée. Ça me conduit ici à nécessairement penser que notre mémoire surgit à partir d'un phénomène qui est très difficilement analysable de façon rationnelle, qui est la vie. Et là, j'arrive à la seconde partie de mon discours. C'est-à-dire cette demeure de la mémoire dont nous parle Yeats dans ses livres. Pourquoi, à un moment donné, elle a affaire avec l'ésotérisme? Parce qu'on pourrait se dire, au fond, d'ailleurs certains vont le résumer comme ça, hein, Yeats a rencontré à cette époque-là, au fond, tout le champ de la découverte de ce qu'était la mémotechnie, l'usage de la mémoire, des fonctions cognitives de la mémoire, etc. Et en fait, on s'est rendu compte à cette époque-là, on est à peu près dans les années 90, je pense, qu'il y avait un champ de compréhension de la mémoire antique et à la Renaissance qui était très proche et très valide par rapport aux sciences expérimentales sur la mémoire. Et c'est là que commence l'occultisme. C'est-à-dire, au fond, Yeats nous apprend que tout ce champ de la mémorisation, toute cette expérience que font de la mémoire, alors je vous explique clairement ce que ça veut dire en quelques mots. Ça veut dire par exemple quelqu'un comme Cicéron était capable, en tant que sénateur, de se souvenir d'un discours qu'il avait entendu au Sénat 10 ans après et de le réciter à l'envers. C'est-à-dire que c'était des capacités en fait de mémorisation qui sont dignes d'un ordinateur, hein, que possédait, et dites-vous bien, hein, comme le dit Yeats, que Cicéron, c'est déjà la fin de l'art de la mémoire. Platon et ses amis, c'est déjà aussi la fin. C'est-à-dire que cet art de la mémoire est vraiment très ancien. On peut penser, on n'a pas les textes écrits, on peut penser qu'il s'origine vraiment dans l'humanité orale et qui va continuer jusqu'à la Renaissance. Il meurt à la Renaissance par les processus, on va dire, qui sont mis en place de rationalité, qui excluent l'imagination. Parce que si on veut rentrer dans cet art de la mémoire, on est obligé de rentrer dans plusieurs choses, qui sont la vérité de la pensée. Et là, je m'appuie sur les recherches qui sont faites en sciences cognitives. C'est-à-dire les affects, l'imagination, et le lien entre corps et esprit. C'est-à-dire qu'au fond, j'avais compris que je ne pense qu'avec les images, et que les images, originellement, sont liées aux affections, aux émotions. Vous voyez, on est très très loin de ce qu'a constitué ensuite le rationalisme moderne. C'est-à-dire qu'on apprend encore aujourd'hui, si tu veux bien penser, ne pense pas par image, si tu veux bien penser, oublie les émotions, si tu veux te souvenir, vous voyez, on pourrait dire qu'on est au dernier degré de processus, parce que maintenant, pour me souvenir, je prends un ordinateur. C'est-à-dire que j'ai tellement renié l'émotion, l'affectivité, l'imagination, que le seul moyen que j'ai réellement de me souvenir de quelque chose, en fait, c'est de confier la mémoire à un computer, un calculateur.
Là, vous avez une opposition entre deux visions de l'information. D'un côté, la vision moderne, l'information est une quantité, est calculable en tant que quantité, et de l'autre, une vision où la pensée est mémoire vivante. C'est-à-dire que, comme le dit Socrate dans le Phèdre, il faut que la pensée passe par l'incarnation, alors j'utilise un mot chrétien là évidemment, par l'incarnation du corps, par un corps incarné. Il faut qu'il y ait voix, il faut qu'il y ait présence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémoire sans présence d'un être humain, de l'activité d'un être humain. Et ça pourrait s'étendre à l'animal, voire même peut-être aux pierres, aux arbres. Là, on est bien dans ce monde où tout est une logique d'information que l'on peut quantifier physiquement, mais qui échappe dans son mouvement à une définition simplement calculable ou quantifiable. Ce que je veux dire par là, c'est que le mouvement de la vie échappe à la définition que nous pouvons donner de ce mouvement. C'est-à-dire la logique du vivant ne permet pas de définir la vie. Comme le dit Jacob, le biologiste moderne s'intéresse à des relations dans le vivant et pas au phénomène qu'est la vie. La dernière partie, on va dire, de cette science de la vie, c'était le vitalisme, qui a donné de bonnes choses, mais qui a été abandonné à partir du moment où on a résumé au fond, on pourrait dire comme ça, même si c'est un peu la vie, à de la biochimie. Mais cette biochimie du vivant interroge sur la dynamique du processus de l'information qui la traverse, cette dynamique de l'information qu'on retrouve justement dans les théories de ceux qui nous disent que nous pourrions finalement vivre dans un programme d'ordinateur. Et là, je dirais que l'époque contemporaine nous oblige à repenser une vieille, je dirais pas une dialectique parce que c'est un combat à mort, c'est évident, entre deux formes de gnose. Ce qu'on a appelé la gnose de la main gauche, c'est-à-dire la gnose matérialiste, gnose qui dit la puissance de connaissance de la pensée peut élever l'homme jusqu'à un état où il devient créateur et ordonnateur de la matière. Et une autre gnose qui prétend au contraire que le seul moyen d'être en contact avec la connaissance, c'est de se faire humble jusqu'au point, au fond, de ne plus être que le battement de la vie et du monde. Et ce battement de la vie, c'est-à-dire cette source vivante de la pensée, il me semble que nous la trouvons d'un côté, je dirais, dans le génie grec, surtout Platon, lorsque Socrate dit à Phèdre, n'oublie pas, Phèdre, que l'âme est prophète, et là on entend bien par âme la dynamique spirituelle de la pensée dans le monde, c'est-à-dire la dynamique spirituelle qui fait que jamais nous n'avons quitté notre origine, et dans le prologue de Jean, bien évidemment, l'apparition du Sauveur suppose le Logos et la lumière. Quelle plus belle image, au fond, que de dire que tout système d'information surgit d'un Logos qui est lumière. C'est évidemment l'incarnation du Christ. Au fond, le Christ apparaît, comme le dit Maître Eckhart, comme la mémoire réalisée en acte de l'âme du monde, comme l'incarnation du néant de Dieu, c'est-à-dire de l'abîme infini qu'est cette mémoire, dans la parole d'un homme qui est la lumière. J'en arrive à la dernière partie de mon travail. Il me semble que cela suppose ici d'interroger un élément. Ce n'est pas moi qui le fais encore une fois, ce sont les gens qui sont les moteurs de cette révolution, puisque nous vivons une révolution. Je veux dire, je commence à être un petit peu âgé, je me souviens qu'il y a eu un monde où nous n'avions pas de téléphone portable. Je me souviens d'un monde où nous vivions sans ordinateur. Ce monde est beaucoup plus proche de nous qu'il n'y paraît. Il date d'il y a 15 ans, 15-20 ans. Et encore, j'en rajoute, je suis gentil. Nous avons vécu une transformation profonde. Tout le sens de ma conférence est là. Notre pensée s'est totalement transformée.
nous ne sommes pas, il ne faut pas éviter cette question. Soyons deleuziens, les informations nous changent, les systèmes d'information nous changent. Nous sommes rentrés dans une ère où la cybernétique nous a transformés. Je veux dire, psychologiquement, dans notre rapport à la connaissance, et ici, j'ose le dire, dans notre rapport à la puissance vitale de l'âme et de l'esprit. Et cette transformation, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui en sont moteurs. Alors peut-être qu'ils se trompent tous, je veux dire, mais c'est le dernier prix Turing, c'est Elon Musk, et il n'y a pas que. Et ils nous disent, en fait, c'est une apocalypse. Et là, il y a deux sens à l'apocalypse. C'est, d'un côté, la fin de notre monde, potentiellement, la destruction de notre monde, et de l'autre, la révélation de ce qu'était notre monde. Et peut-être la fin du monde. Oui, c'est ça. Donc, il faut prendre ces deux éléments, je pense, intéressants, qui sont dans le mot apocalypse, révélation et fin. Et en fait, ces nouveaux gnostiques, on pourrait dire, cette nouvelle gnose nous annonce l'apocalypse. Alors peut-être que, évidemment, tout ça est faux. J'en discute souvent avec des gens qui me disent que c'est faux. Ce que je remarque quand même, c'est que plus les gens sont proches de cette intelligence artificielle à haut niveau, et plus ils l'affirment. Alors peut-être qu'ils l'affirment par simple sens de la publicité, c'est possible, mais je ne vois pas tellement l'intérêt de se faire une telle publicité. Pourquoi, quand on reçoit en fait, le prix Turing, c'est un beau moment de sa vie, on devrait au contraire dire merci avec humilité, une fausse humilité, une humilité feinte évidemment, mais dire merci, mais voilà, effectivement, ces choses ont permis plein de progrès positifs, on n'en est qu'au début, vous allez voir, c'est extraordinaire. Non, en fait, la personne dit nous ne savons pas ce que ça peut donner, et avec un air effrayé. Celui qui est l'un de ceux, j'ai pris Elon Musk, mais j'ai cité d'autres noms évidemment, hein. Elon Musk c'est peut-être le plus intéressant parce que c'est quelqu'un qui, compte tenu de son statut, pareil, n'a aucun intérêt à dire ça, il est en train d'inventer des processus carrément dans le cerveau, hein, exactement ce que montait Cronenberg, donc il n'a aucun intérêt à dire ça, et en fait il le dit, et même il l'affirme avec encore plus de puissance, et jusqu'à un dernier degré, hein, qui rappelle toutes les théories gnostiques qu'on a pu connaître dans l'Antiquité ou la Renaissance, c'est-à-dire nous vivons dans un monde virtuel, nous ne saurons plus si ce monde est la réalité. S'il y a eu une réalité, peut-être qu'elle n'existait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on est entré dans vraiment une nouvelle gnose. C'est-à-dire que la religion de ce monde, c'est une nouvelle gnose. Et ça, je pense qu'ici, ces gens nous annoncent l'Apocalypse, il faut le prendre au sérieux. Et si, en tant que chrétien, on va lire les textes de l'Apocalypse, mais on pourrait les lire aussi chez des musulmans, et dans nombre d'autres religions, puisque dans l'hindouisme et le bouddhisme, ça existe aussi, eh bien, c'est Apocalypse qui a annoncé à les révélations et à les fins. Alors, je dirais, pour terminer, s'impose à nous deux visions ici. D'un côté, je pense qu'à travers ce processus qu'est l'intelligence artificielle, nous est révélée la vérité sur ce que nous sommes. De la même manière que la physique mécanique avait révélé, à travers sa représentation du monde, ce qu'était l'univers, c'est-à-dire que l'univers n'était pas fini, mais il était infini, que la limite que nous mettions à l'univers n'existait pas, qu'elle était purement, on va dire, une limite de représentation, mais que l'univers était sans limite, de cet univers clos aristotélicien à l'univers infini de Newton, voilà, c'est-à-dire que cet élément qui nous faisait aussi penser la nature sous forme mécanique et physique, comme un organisme, même pas comme un organisme, je pense, comme une montre ou comme une mécanique, nous a révélé une part de notre rapport à la réalité extérieure. Je pense que la révolution que nous vivons, et qui est d'aussi haute intensité, nous révèle à nous-mêmes une part, on va dire, de la vérité, nous dévoile une part de la vérité, c'est-à-dire, c'est celle-ci, la pensée s'exclut, l'origine de la pensée s'exclut totalement du champ de représentation que nous avons de la réalité à travers notre corps. C'est-à-dire tout ce que nous avons constitué autour du présent, du passé, du futur, d'un ensemble d'informations qui seraient la réalité et
qui ne serait que la seule forme de réalité. Tout cela est en train de tomber. Alors nous ne le voyons pas encore, nous en subissons les effets sans le voir, mais certains nous annoncent déjà cette révolution à venir. Je crois qu'en fait, c'est la seconde lecture qu'on pouvait faire du film de Cronenberg. Enfin, la première, excusez-moi, c'est déjà arrivé. Je veux dire, nous avons assujetti notre pensée à l'informatique. Nous avons déjà assujetti notre capacité de mémoire à des mémoires externes. Nous sommes déjà esclaves, au fond, d'une réalité que nous ne percevons plus comme séparée de nous, parce que nous y sommes dedans, mais en fait, qui est totalement produite par les systèmes informatiques. Ça, c'est la première chose. Et évidemment, là, s'impose à nous, par répercussion, de penser ce que nous étions avant, ou ce qu'était l'humanité avant qu'elle ne sombre dans l'abîme qui se présente à elle, et dans laquelle elle va sombrer de toute façon. Je tiens ici à développer cette idée. Les jeux vidéo, tels qu'ils sont pratiqués de façon massive par les sociétés actuelles, annoncent cette transformation. Nous, ce que dit Elon Musk, c'est-à-dire nous vivrons dans des jeux vidéo, nous y sommes quasiment. En fait, nous sommes simplement comme la première génération avant la préhistoire de ce monde-là. Il faut en avoir conscience. Je crois que c'est vrai ce qu'il dit là. C'est une évidence qui va se présenter à nous. Et je pense que là, ça nous révèle une vérité. C'est-à-dire que cette chose-là, évidemment, pour nous, c'est un abîme, hein, c'est une horreur. C'est même le processus, on va dire, d'une psychose généralisée qui s'impose à nous. Le film de Cronenberg se termine par cet effet du champ psychotique, parce que l'un des effets de la psychose, c'est ne plus savoir si l'on est là ou si on n'est pas là. C'est-à-dire de ne plus savoir si on est dans la réalité, ou alors confondre une réalité avec une autre réalité. Et ça, c'est ce qui va s'imposer aux générations qui arrivent. On y est déjà, on est dans ce que Deleuze appelait le champ schizoïde, hein. On est rentré dans la schizoïdie généralisée, mais on va vers la psychose généralisée. Et ça, en fait, ça nous révèle une vérité. Ça nous révèle une vérité qui est celle du champ, non pas quantitatif de l'expérience de la pensée, qui renvoie toujours la pensée à un calcul et à une mort, mais à une image vivante. Il faut séparer ici l'image morte, l'image qui n'est qu'un reflet, celle dans laquelle nous contemplons perpétuellement, moi ici dans cette conférence, c'est-à-dire des images qui sont mortes, c'est-à-dire que l'image de moi est morte, avec les images vivantes que produit la mémoire et la pensée dans la dynamique vivante, telle que l'avait pensé par exemple Giordano Bruno. C'est-à-dire la puissance de procession créatrice de l'imagination, l'intelligence créatrice de la pensée humaine, chose que nous allons petit à petit perdre. Et cette chose-là, pour terminer cette conférence, nous la trouvons dans l'Apocalypse de Jean avec le nombre de la bête. Alors je m'explique. Il y a un mystère autour de ce nombre. Il y a beaucoup de mystères dans l'Apocalypse de Jean, de toute façon, mais il y a surtout ce mystère, bon, évidemment, qui a fait beaucoup écrire, qui a fait beaucoup aussi faire de t-shirts et de musique de rock'n'roll, bon, et d'autres choses, et de jeux vidéo aussi. Mais ce 666, il est intéressant parce que si on prend une lecture quelque peu kabbaliste de ce nombre, évidemment, c'est ce qu'il faut faire en lisant ce texte. Kabbaliste, j'entends ici la Kabbale juive, hein. Alors, une pré-Kabbale, parce que les spécialistes diront que la Kabbale n'existait pas, mais quand même la Gematria existait. Bon. Et donc, si on prend une lecture de Gematria, je me permets pas de la faire moi-même, ce sont des spécialistes qui me l'ont enseigné. En fait, c'est le nombre de la vie. C'est-à-dire le 666, si on le prend réellement pour ce qu'il signifie pour quelqu'un qui utilise la science des nombres juive, hein, en fait, c'est le nombre de la vie. C'est même l'intensité trinitaire de la vie, la puissance de la vie, facteur 3. On pourrait le prendre même simplement en disant que 3 fois 6 annonce 7, c'est-à-dire la perfection. C'est-à-dire c'est le mouvement de la dynamique de la vie. Exactement, je prendrai ici Saint Paul, comme Saint Paul écrit, la vérité annonce l'Esprit. La vérité annonce l'Esprit Saint. C'est-à-dire ici, c'est un mouvement, on va dire, de puissance de vie. Et
j'ai l'impression, ce n'est qu'une lecture personnelle, hein, que quand Jean affirme « c'est un nombre d'hommes » et c'est à celui qui sait de le dire, de chercher ce nombre. En fait, la dimension, c'est que nous avons souvent confondu deux choses ici. C'est la bête elle-même, bête que je viens de décrire, hein, qui est ici, juste à côté de moi, et le nombre qu'elle qu'elle met sur le front de l'homme. C'est-à-dire que dans le processus, on va dire, de constitution d'une mémoire artificielle, se trouve la dynamique de la vie. La copie, la parodie de la dynamique de la vie. La prise en charge par les mémoires externes de la dynamique de la vie. La copie de cette dynamique. C'est vers cet enjeu qu'il nous faut trouver la réponse à la fin des temps qui s'annonce à travers l'intelligence artificielle. C'est qu'au fond, l'intelligence artificielle est le miroir le plus authentique que nous ayons de la puissance active de notre mémoire en lien avec l'esprit du monde, ce que Platon appelait l'âme du monde et que les chrétiens appellent l'Esprit Saint, c'est-à-dire cet arôme, cet esprit qui naît de l'incarnation du Verbe dans notre chair et de la lumière de ce Verbe telle qu'elle nous a été apportée, sûrement en partie un petit peu par la philosophie grecque, mais pour moi en tout cas beaucoup par les évangiles. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop long.